Bienvenue à cette seconde édition du Rebond Web Magazine présenté par la RSQ. Pour cette deuxième édition du Rebond Web Magazine, le camp préparatoire 2014 des Rapides de Chaudière-Ouest, une session de formation pour les entraîneurs des clubs de la RSQ et des conseils pratiques pour se procurer des produits reliés au soccer. Les Rapides de Chaudière-Ouest passent la fin de semaine au Lac-Beauport en camp préparatoire, un incontournable qui en est déjà à sa 6e année et qui permet aux joueurs, mais également aux entraîneurs de tisser des liens juste avant le début de la saison officielle. Le camp préparatoire des Rapides de Chaudière-Ouest était attendu depuis des semaines par les quelques 140 joueurs qui y prenaient part. Chaque année, les jeunes de la Ligue de développement ont hâte, oui, d'améliorer leur jeu, mais également de se retrouver pour la fin de semaine. Je l'ai déjà fait il y a 2 ou 3 ans. Puis ben, j'ai vraiment aimé ça. Fait que là, ben, j'attends depuis peut-être une semaine que ce jour arrive. Qu'est-ce que t'aimes dans l'événement? Ben, c'est qu'on fait du soccer toutes les journées. Puis ben, on crée des liens entre nos amis de notre équipe. Fait que c'est ça qui nous permet de mieux jouer en faisant des passes puis tout. J'avais hâte parce que j'aime ça le soccer, puis c'est le fun ici, on fait plein d'activités. La fin de semaine est bien remplie. Les joueurs participent à une foule d'activités qui se veulent également des occasions de se réunir en équipe et de développer un fort sentiment d'appartenance envers leur club en vue de la nouvelle saison. Les joueurs sont entraînés par leur entraîneur pour la journée. Ils vont avoir 2 séances d'entraînement, des exercices de motricité, tantôt une petite clinique de freestyle de jonglerie aujourd'hui. Et puis ils vont passer ensuite la soirée ensemble avec tous les bons coups, les mauvais coups qu'ils ont à faire en équipe. C'est une première activité d'équipe aujourd'hui pour apprendre à se connaître. Les équipes ont été formées il y a 2-3 semaines. La saison commence dans une dizaine de jours. Donc l'activité est faite en sorte de créer un petit sentiment d'appartenance à leur équipe, au club. C'est pour ça qu'on est ici. Et la fin de semaine a pour but de préparer la saison actuelle. On a donc, avant d'arriver au match de saison régulière, on veut créer une certaine ambiance pour que l'équipe soit prête à débuter la saison. Donc, jouer, c'est jouer au soccer, mais c'est aussi que les filles se connaissent. Et donc, plus les filles se connaissent, mieux qu'ils peuvent jouer sur un terrain de soccer. À quel point ça prépare le début de la saison? Je dirais c'est un très bon départ parce que les filles ont déjà joué ensemble, d'une part, ont aussi eu le temps d'échanger. Donc, la camaraderie s'établit bien. Et puis, sur un terrain de soccer, il y a beaucoup de communication qui est nécessaire. Puis, les filles, c'est beaucoup plus facile de communiquer à ce moment-là. Chaque année, l'organisation a la chance de compter sur la précieuse collaboration de dizaines de bénévoles. Ces derniers sont des entraîneurs, des parents qui encadrent les jeunes et qui ont la chance de les voir s'épanouir sur le terrain et de créer un contact privilégié avec ces derniers. On a la chance d'avoir une équipe d'entraîneurs formidable. C'est dans la majorité des cas des parents de joueurs qui donnent de leur temps pratiquement bénévolement pour la saison, spécialement aujourd'hui. Les entraîneurs se sont déguisés, se sont préparés pour leurs équipes, ont préparé des affiches, des activités, puis ils font un travail remarquable. Puis sans leur participation à ces gens-là, on n'est pas là, puis les jeunes ne peuvent pas profiter de ce genre d'événement-là. Fait que c'est grâce à eux que ça fonctionne bien, puis à la fin, les jeunes repartent avec des souvenirs, puis c'est en grande partie grâce à ces bénévoles-là qui sont autant impliqués. Bon, moi, je suis à ma 3e année ici, fait que j'ai une certaine expérience ici, mais les premières fois que j'ai été ici, ça m'a permis de côtoyer d'autres entraîneurs, de voir les façons de faire, de voir la direction technique aussi de l'ASCO qui est là, qui nous donne un coup de main, puis de voir comment bien entraîner ces joueuses-là ou ces joueurs-là. Donc, ça va avoir ça aussi un impact là, directement sur le terrain. Les filles vont en bénéficier, les gars aussi. Définitivement, autant au niveau technique, d'une part, parce qu'on a un bon appui, mais aussi au niveau interaction avec les filles aussi, c'est une bonne chose, les filles, parce que je coach des filles dans mon cas, mais avec les garçons aussi. Ça permet donc d'avoir une relation qui est entraîneur, qui est bien établie entraîneur-joueur. Moi, c'est ma 2e année comme telle, puis je vois une belle évolution. C'est fantastique pour les jeunes, c'est surtout au niveau de la cohésion. Les jeunes de 8 ans qui vont coucher dans un campement avec leurs coéquipiers qu'ils ne connaissent pas généralement, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça rassemble aussi les enfants à former une équipe. Puis c'est fantastique au point de vue technique également. Puis ça permet aussi aux Rapides de se préparer en vue de la saison au niveau du D1 et D2. Il ne suffit qu'à les regarder sourire et donner leur 110 % sur le terrain afin de comprendre que les joueurs qui prennent part au camp reviendront à la maison avec une passion accrue pour le sport.
Les jeunes, ils repartent d'ici avec des souvenirs, un esprit de groupe, un esprit de corps très très fort avec leurs coéquipiers. Ils sont fatigués parce qu'à la fin de la fin de semaine, ils ont passé beaucoup de temps sur le terrain, ils n'ont pas beaucoup dormi. Ça fait partie de la fin de semaine, c'est-à-dire de pratiquement passer une nuit blanche avec leurs amis. Puis ce qui ressort beaucoup, c'est ça, c'est que les jeunes sont heureux, ils sont soudés. Puis les coachs ont aussi pu apprendre à connaître leurs joueurs avec qui ils auront à travailler durant la saison. L'année passée, on avait toutes la même chambre, fait que toutes les filles, bien, genre avant de se coucher, on jouait avec des bracelets luminaires, mais là, à un moment donné, il y en a un qui a pété, là, fait qu'il est allé dans nos matelas et tout ça. Fait que là, ça l'allait moins bien, mais on jase, on rit, puis ben, on se raconte des blagues, puis c'est le fun. Là. On se fait des jeux de 6h à 9h environ, le couvre-feu, là. Puis il y a un feu, on joue à tag, plein de choses comme ça. C'est le fun. De nouveaux amis, des souvenirs inoubliables et une fin de semaine complète de perfectionnement. Pas de doute, les joueurs de la Ligue de développement des Rapides de Chaudière-Ouest ont maintenant tout en main afin d'affronter la nouvelle saison avec beaucoup de confiance. Bonjour, la capsule technique que nous allons vous présenter aujourd'hui portera sur la conduite de balle. Il faut, dans la conduite de balle, distinguer 3 moments. Le premier moment où je reçois le ballon et je vais fixer l'adversaire. À ce moment-là, les critères de réussite d'une bonne conduite sont de toucher le ballon avec le coup de pied ou l'extérieur du pied, de toucher le ballon un maximum de fois pour en garder la maîtrise et ensuite de regarder, donc de lever la tête pour regarder où se trouve mon adversaire. Le second moment est lorsque j'arrive sur mon adversaire où là, dans ma conduite de balle, je vais utiliser les intérieurs ou extérieurs de pied pour pouvoir diriger mon ballon. Là encore, les critères sont de garder un ballon proche de soi et de regarder la balle pour savoir où elle se situe pour en garder la totale maîtrise. Le troisième moment de la conduite de balle est lorsque j'ai éliminé mon adversaire et que je veux reprendre de la vitesse, peut-être pour accéder au but, où là je vais pousser mon ballon, pareil avec le coup de pied ou l'extérieur du pied, et puis courir derrière ma balle. Là, les critères de réussite sont de ne pas pousser le ballon trop loin pour ne pas le rendre peut-être à l'adversaire suivant et puis de garder un maximum de vitesse. C'est en direct du Stade TELUS de l'Université Laval que les entraîneurs de la Ligue de soccer Québec Métro prennent part au stage annuel organisé par l'ARSQ. Cette année, c'est une édition spéciale puisque ces derniers bénéficient des conseils prodigués par nul autre que les entraîneurs de l'Impact de Montréal. Également offert aux entraîneurs de la Ligue de développement, le stage de la RSQ est une opportunité hors pair pour les participants d'améliorer leur enseignement du sport. D'autant plus qu'ils sont choyés d'avoir accès à des formations présentées par des entraîneurs évoluant auprès des professionnels. Cette année, finalement, on a des entraîneurs de qualité qui se donnent la peine de venir de Montréal pour venir jusqu'ici, nous donner tous leurs conseils, comment est-ce qu'ils fonctionnent à Montréal, les dernières nouvelles finalement de l'actualité footballistique, autant au niveau de comment développer les joueurs, comment gérer un entraînement, comment gérer un effectif, tout ça donc très très intéressant finalement. On voit différents aspects puis les différentes mentalités finalement qu'il y a dans le domaine et ça nous permet par la suite nous-mêmes de pouvoir l'inculquer à nos jeunes et à nos joueurs. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici les entraîneurs? Bien, ils viennent chercher de la formation peut-être qu'ils n'ont pas dans les cours qu'on donne normalement, parce que les cours qu'on donne, c'est des cours de l'Association canadienne qui sont des cours qui ont des balises bien strictes, alors que là, bien, ça dépasse un peu le cadre. On peut poser des questions et on peut dévier parce qu'on n'a pas un contenu spécial à suivre. Donc, ils viennent chercher beaucoup de confirmation de ce qu'ils font dans leur entraînement. Ils vont poser des questions à des gens qui ont réussi, qui sont dans un haut niveau, qui entraînent aussi des jeunes au niveau de l'académie, par exemple, en fin de semaine. Ils viennent chercher des nouveaux exercices, des nouvelles connaissances, des confirmations de ce qu'ils peuvent faire. C'est la première fois que tu participes au stage annuel. Qu'est-ce que tu penses jusqu'à maintenant de la journée? Je trouve que c'est vraiment très constructif. On a des bons commentaires du coach de l'Impact. J'ai trouvé ça agréable de voir que l'ensemble, c'est pas juste un individu au soccer, c'est l'équipe. Ils sont vraiment très bien encadrés, puis je pense que le soccer est vraiment de progression, là, puis je pense que c'est avec des académies comme ça que ça va progresser. Il est clair que le travail de la technique sur le terrain est primordial. D'ailleurs, une partie importante du stage est vouée à l'aspect pratique. Mais le contact avec les joueurs et les valeurs véhiculées à ces derniers le sont tout autant. Quand on travaille
avec des jeunes. Dans la formation de l'humain, on doit mettre des cadres en place. Et le cadre est en fait façonné par des valeurs, par des notions de respect. Alors vous pouvez mettre le cadre que vous voulez. Nous, c'est respect, liberté, autonomie, passion, intensité, détermination, émotion. Ça fait partie de notre cadre. Donc c'est vraiment notre fil rouge, notre fil conducteur et tout ce qu'on fait dans nos activités, et que ce soit au niveau amateur, professionnel, à l'académie ou dans les clubs amateurs, c'est par rapport à ces notions de valeurs, et tout ce qu'on fait, tous nos actes qu'on fait sont tournés autour de ces valeurs-là qui créent finalement un cadre. Mais dans ce cadre qui paraît très rigide, avec ces notions de valeurs qui sont des notions fortes qu'on doit avoir, dans ce cadre, il y a beaucoup de liberté et d'autonomie. C'est vraiment important de gérer la personne au complet, puis d'apprendre à connaître ses joueurs aussi, parce qu'ils viennent aux pratiques, oui, ça c'est une chose, mais de comprendre ce qui s'est passé avant, après, si ça va bien dans leur vie, ça a un impact sur son rendement sur le terrain. Il y a le jeu, mais aussi l'attitude. Il faut que tu aies une bonne attitude. Puis au niveau de la formation, c'est important. Tu peux être un bon joueur, mais si tu n'as pas une bonne attitude, en bout de ligne, ça va te rattraper à quelque part. L'attitude est importante. Il faut que tu réussisses dans tes études. Il faut que tu aies des bonnes valeurs qui vont faire en sorte que tu vas réussir. Si tu ne réussis pas au niveau sportif, bien, au niveau professionnel, tu risques d'avoir plus de succès si tu respectes toutes ces choses-là. La pratique du soccer est en nette progression au Québec. Et cet enthousiasme est loin d'être étranger à la qualité de l'enseignement offert aux jeunes. Dis-moi un peu qu'est-ce que tu penses de l'organisation du sport au Québec. Est-ce que nos joueurs sont bons? C'est en train de se développer énormément. Je suis très satisfait finalement d'être ici puis de faire partie du développement des joueurs. On voit de plus en plus une amélioration fulgurante finalement au cours des 5-7 dernières années auxquelles j'ai participé. Puis je suis très fier justement de faire partie de cette organisation-là, autant sur le plan de mon club uniquement que sur le plan plus général, c'est-à-dire de la région de Québec, voire même la province finalement. Maintenant, je vois une fulgurante amélioration. Puis je pense que d'ici 5 à 10 ans, on va pouvoir espérer justement rivaliser avec l'Europe. On sait que maintenant, au soccer, il y a non seulement la base, mais également maintenant, on peut arriver au plus haut niveau et faire du soccer son métier chez soi, au Québec, à Montréal. Donc ça, c'est important. Donc la locomotive continue à avancer. C'est quand même très rare de voir une progression dans un sport sur du long terme, comme on peut le voir depuis une quinzaine d'années au Québec. Moi, ça fait 15-20 ans que j'ai connu les débuts de la structuration du soccer au Québec. Et en 15 ans, on est passé de l'âge de pierre au 21e siècle en 15 ans. Et c'est fabuleux. Et si on continue comme ça, je pense qu'on pourra dire qu'on est une des nations qui compte dans la CONCACAF et j'espère dans le monde prochainement. Le stage présenté aujourd'hui a permis aux entraîneurs des différents clubs de la Ligue de soccer Québec Métro et ceux de la Ligue de développement d'échanger dans une ambiance conviviale. Quelques semaines seulement avant de croiser le fer sur les terrains de soccer du circuit. Accompagné de Laurie Couture-Dallaire, employée ici chez Sport Contact sur Henri Bourassa à Québec, mais également joueuse du Dynamo. Laurie, tout d'abord, parle-nous un peu des différents types de souliers qu'on peut retrouver pour quelqu'un qui veut jouer au soccer. Parfait. Bien, premièrement, on a 3 types de souliers. On a un type de soulier soccer intérieur, la semelle est plate. On a un soulier de synthétique. On peut l'appeler turf aussi, c'est des petits crampons. Et sinon, on a des souliers de soccer extérieurs qui ont des crampons plus longs, ceux qu'on joue à l'extérieur, sur les terrains extérieurs. Donc, c'est important quand même de bien sélectionner notre soulier en lien avec l'endroit où on va jouer. Exactement. C'est sûr qu'on ne pourra pas jouer avec un soulier extérieur sur un gymnase. Les crampons sont bien trop, ça peut occasionner des blessures puis on ne sera pas stable sur nos pieds. C'est important en gymnase de jouer avec un soulier d'intérieur. Sur une surface synthétique, un soulier turf, ça fait très bien. C'est des petits crampons. Souvent, les gens utilisent peut-être un crampon plus long pour jouer sur du synthétique, mais ils ne savent pas qu'il y a des souliers de turf qui existent. Donc, si on peut utiliser un soulier de turf pour le synthétique, ça serait parfait. Sinon, les souliers extérieurs, on peut jouer autant sur du synthétique ou sur du gazon naturel. Maintenant, si moi, je suis un parent et également mon jeune enfant veut commencer à jouer au soccer, quel serait le bon soulier pour lui? Mais c'est sûr que pour un jeune qui débute, un petit soulier d'entrée de gamme, ça fait très bien la job. Surtout les jeunes grandissent des pieds. À chaque année, il va falloir qu'ils changent de soulier. Donc, on a plusieurs marques qui permettent, qui conçoivent des souliers pour les plus petits, justement. Puis ça fait en masse la job, sans avoir nécessairement besoin d'investir très, très cher pour acheter un soulier soccer. Et disons qu'un adulte qui, après plusieurs années, après avoir arrêté de jouer au soccer, décide de renouer avec ce merveilleux sport. J'ai 35 ans, j'ai 38 ans. Alors, quel type de souliers, maintenant, on pourrait conseiller à cette personne? C'est sûr que c'est important de savoir les besoins du client. En fait,
souvent, un adulte qui recommence à jouer va jouer beaucoup plus sur une surface synthétique. Donc, peut-être prioriser un soulier de turf, ça peut aider beaucoup, là, surtout pour un adulte qui recommence. Souvent, pour les articulations, c'est beaucoup mieux utiliser des petits crampons sur une surface synthétique. Sinon, s'il joue beaucoup sur du gazon, là, il n'y aura pas le choix d'aller avec un crampon là, de soulier du soccer extérieur là, pour être sûr d'être très stable et pas glisser et non se blesser non plus. Là. Évidemment, ça prend un soulier où on est confortable, bien entendu. Exactement. Souvent, les jeunes, ils veulent la couleur et tout, mais c'est très, très important d'être confortable dans le soulier. Il faut laisser la beauté de côté puis prendre un soulier dans lequel on est confortable. C'est ça, chez Sport Contact, on a en masse de choix, comme on dit. Hein? Exactement. On a plein de couleurs, puis on a aussi du noir et du blanc là, pour quelqu'un qui veut passer inaperçu. Donc, on a beaucoup de choix. Laurie, on est du côté des protèges tibia, un item qu'on a tendance des fois à oublier, mais combien c'est important. Donc, il y a différents types de protèges tibia. Oui, exactement. C'est très important d'avoir un protège tibia afin de ne pas se blesser les tibias et les chevilles aussi. On a 3 types également, comme tu viens de mentionner. On a un protège tibia qui est fait en une partie. Dans le fond, la protège malléole et la coquille pour le tibia est attachée ensemble. Sinon, on en a un autre modèle que s'il y a un velcro entre les deux, ça permet de les séparer. Souvent, c'est peut-être un petit peu plus pratique pour le voyagement. On met juste la partie du bas, puis on met la coquille pour le tibia directement au terrain. Sinon, on a un type de protège tibia qui n'a pas pantoute de protège coquille. C'est juste le protège tibia qu'on insère. C'est peut-être un petit peu moins... Bien, ça protège un petit peu moins, mais ça peut être aussi efficace là, pour un adulte, mais pas pour les jeunes, par exemple. Évidemment, différents types de grandeur, parce que si, par exemple, on est U7, U12 ou U8, bien, on utilise les bons types de protège tibia. Exactement, c'est ça. C'est bien important d'essayer un protège tibia avant de l'acheter pour être sûr que ça fait. Mais pour les jeunes, un protège tibia avec un protège malléole pour les chevilles, c'est très important d'être le mieux protégé lorsqu'on commence. Sinon, quand les jeunes, bien, adolescents ou adultes, des fois, il y en a qui négligent la protège cheville. Ça peut être correct aussi, mais c'est sûr que l'idéal, ça serait d'être le plus protégé possible. Mais comme vous dites, les grandeurs, c'est important que ça protège bien le milieu du tibia et pour pas avoir de blessures là, au niveau du tibia et des chevilles pour avoir les protèges malléoles. Laurie, équipement nécessaire à la bonne marche de match de soccer, c'est bien sûr le ballon et il y a différentes catégories de ballons. Exactement, on retrouve 3 grosseurs de ballons. On a un numéro 3 qui se joue jusqu'à U7 inclusivement. Sinon, on joue avec un ballon numéro 4 qui se joue de U8 à U13 inclusivement. Et supérieur à ces catégories, nous jouons avec un ballon numéro 5. Donc, c'est la grosseur du ballon là, qui diffère. Exactement. Le numéro 3, il est plus petit. Le numéro 5, c'est le plus gros avec lequel on joue. Et évidemment, quelqu'un qui veut s'acheter un bon ballon, il y a différentes qualités de ballons qui existent aussi. Effectivement, on retrouve des ballons de type collé et des ballons cousus. Les ballons collés sont souvent un petit peu mieux car ils ont tendance à rester plus ronds plus longtemps. Un ballon cousu, c'est un ballon qui fait quand même très bien le travail. Là. Il n'y aura pas de problème si vous achetez un ballon cousu. L'important, souvent, c'est d'avoir un bon ballon de la bonne grosseur, effectivement, et de bien le gonfler pour avoir une meilleure touche de ballon avec un ballon au pied, meilleur contrôle aussi. Aussi, qu'est-ce qui est important, c'est un ballon standard pour pratiquer normalement, c'est entre 20 et 30 $. Pas besoin d'excéder ça. Ça va faire très bien le travail et c'est des bons ballons. Donc, en terminant, Laurie, bien entendu, si on va avoir plus d'informations, on peut venir faire un tour aux 2 boutiques Sport Contact ici sur Henri-Bourassa, mais également là, du côté de la Rive-Sud. Exactement. On a un magasin à Charlesbourg et on a un magasin aussi à Saint-Nicolas. Nous sommes tous formés ici pour répondre à vos questions. Donc, gênez-vous pas à venir nous voir au Sport Contact. On va vous répondre. Puis, on va vous guider dans ce que vous avez besoin. Côté soccer, il n'y aura pas de problème avec ça. Donc, venez faire un tour en boutique et on va être là pour vous. Merci beaucoup. Merci. Il y a à peine 10 semaines, nous vous présentions les premières images du camp d'entraînement du Dynamo. Maintenant, place aux choses sérieuses. C'est lors de 5 à 7 présentés à la cage au sport de l'ancienne Lorette que l'on a profité pour présenter l'édition 2014 du Dynamo féminin, qui se retrouve toujours dans la W League. Les entraîneurs commentent ce nouveau départ. Excité, oui, parce que c'est toujours plaisant de commencer une saison, une nouvelle saison, un nouveau projet. Donc j'espère que les joueuses seront aussi excitées que moi, en espérant que la saison sera plaisante, parce que pour l'instant, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. La réponse des joueuses est bonne, même très bonne, et les conditions sont excellentes. Eh ben, on va dire que l'excitation est toujours là au bout de 2 mois et demi. Non, c'est un réel plaisir vraiment d'entraîner les filles. J'ai eu en charge un petit peu la préparation physique là, pendant 2 mois et je n'aurais pas facilité la tâche aux filles. Conditionnement physique, n'est-ce pas un défi justement dans un calendrier qui est aussi chargé et ça en l'espace de 6 ou 7 semaines environ? Ouais, ça a été un peu compliqué, surtout qu'on savait qu'il y avait des filles qui arrêtaient à l'université, qui avaient encore des matchs. Nous, on commençait une préparation.
Donc il a fallu jongler un petit peu avec tout ça et on a fait une préparation surtout basée sur le cardio. Et je pense que ça a permis aux filles de retrouver un équilibre entre celles qui jouaient, qui avaient arrêté leur saison et puis celles qui justement finissaient une saison. Chez les joueuses, voici l'analyse du 11 québécois. C'est sûr que c'est une nouvelle équipe encore, une équipe très jeune, donc on voit ça à long terme, mais c'est sûr que pour cette année, la limite entre la victoire et la défaite est toujours très mince, fait qu'on peut avoir autant des bons résultats. On a encore tout notre cœur, notre joie de jouer, la passion qu'on a, fait que je pense que c'est vraiment à partir de ça qu'on peut bâtir notre talent puis gagner les prochains matchs. Oui, j'ai vraiment hâte. C'est sûr que je suis un peu stressée vu que je suis une recrue, mais j'ai vraiment hâte que la saison commence. Mais c'est pas mauvais d'avoir un bon stress aussi, comme on dit? Oui, c'est très bon d'avoir un bon stress parce que, je veux dire, quand t'es stressé, t'es sur l'adrénaline puis ça va habituellement mieux. Et le Dynamo aura besoin de buts car les autres formations de la conférence centrale offriront un défi de taille. Dans notre division, il y a les Comètes de Laval et le Fury d'Ottawa, qui sont des équipes, je considère comme des puissances dans la Ligue. Les Comètes, l'année passée, ont perdu en finale. Et cette année, ce qui est particulier, c'est que ces équipes-là, dans notre division, sont allées chercher beaucoup de joueuses internationales. C'est des équipes qui vont avoir une force de frappe à court terme peut-être importante, mais il faut savoir que ces joueuses-là qui vont participer à la Coupe du Monde risquent de partir au mois de juillet. Donc, la compétition sera féroce au sein de la conférence. Le Dynamo apprendra des meilleurs et on raconte que l'on devient meilleur en affrontant les meilleurs. Venez nous voir cet été! Aujourd'hui, cette capsule portera sur le thème de la stabilité. Il y a un principe au soccer qui dit que pour bien bouger, il faut être bien stable. Souvent, lorsqu'on pense stabilité, on pense à la cheville ou au genou, mais on oublie souvent les muscles stabilisateurs du tronc qui sont très importants. La preuve, on voit souvent lors d'échauffements, d'avant-match ou lors de pratique, des joueurs et joueuses de soccer se tenir un sur l'autre, se tenir au but et même à l'intérieur se tenir au mur pour faire l'activation. Bien sûr qu'avec le temps, il faut essayer d'éliminer cette action afin justement de favoriser une bonne utilisation des muscles du tronc. La FIFA, sur son site internet fifa.com, dans le secteur santé, a développé un très bon programme d'échauffement qui s'appelle le 11+. Si vous avez besoin d'idées, vous pouvez toujours consulter ce site et voir justement les exercices appropriés. Alors voilà, cette deuxième édition du Rebond Web Magazine est maintenant terminée. J'espère que le tout vous aura plu. Vous avez des questions ou encore des suggestions, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît présentement au bas de l'écran. D'ici là, je vous donne rendez-vous à une autre émission prochainement du Rebond Web Magazine.